Merci d'être avec nous sur la RTM et bienvenue dans ce 4e numéro d'Actupo. C'est votre émission Actupo qui passe au peigne fin toute l'actualité politique nationale. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la DPG, la déclaration politique générale de Madame Aminata Touré, Premier ministre du Sénégal. Alors pour cela, nous avons avec nous en studio M. Bara Ndiaye de la COJER, la convergence des cadres républicains. Monsieur Ndiaye, bonjour. Bonjour, Monsieur Saleh. Et bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Je me réjouis de ce plateau que je partage avec mon ami et frère Lamine Ba du Parti démocratique sénégalais. Profiter également de l'occasion pour saluer les téléspectateurs de la RTM. Merci beaucoup. Je crois que l'enchaînement est facile. Monsieur Ba, bienvenue parmi nous. Merci, bonjour. Et puis je vous remercie pour l'invitation. Je vais souligner que c'est la première fois que je suis là, mais je vous en remercie énormément. Merci beaucoup. Alors, le Premier ministre vient de décliner les grands axes de sa politique. Comment expliquez-vous cet exercice? Je dois commencer par me réjouir, en tout cas, de la tonalité du discours que nous avons tous entendu hier, qui est l'expression, en tout cas, d'une emprise sur la réalité. Parce que de déclaration de politique générale à déclaration de politique générale, nous avons été souvent habitués à des déclarations d'intention. Et pour la première fois, je crois que nous assistons à une déclaration de politique générale où le gouvernement, le chef du gouvernement, Madame le Premier ministre Aminata Touré, est venu devant la représentation nationale avec une feuille de route très claire, très limpide, avec des engagements chiffrés, quantifiables, mais également avec un échéancier d'exécution. Je crois que c'est vous-même de la presse qui reconnaissez à travers vos publications de ce jour que véritablement elle a surpris son monde et elle a fait mieux en tout cas que ses prédécesseurs. Et tout l'honneur lui revient, mais revient également au président de la République et à l'ensemble en tout cas des acteurs qui soutiennent sa politique. Je dois dire que nous avons entendu un discours de vérité, un discours qui a quand même exprimé la volonté du gouvernement de recentrer l'action publique sur les préoccupations des populations. Si nous nous intéressons un peu aux différents projets, aux différentes propositions qui ont été déclinées dans cette déclaration de politique générale, on se rend compte que l'être humain occupe à peu près 90% en tout cas de la déclaration de politique générale. Les investissements dans le domaine social, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, mais également tous ces efforts qui sont entrepris depuis avril 2012 et qui visent à relancer notre économie très mal en point au moment où M. le Président de la République et ses collaborateurs prenaient la direction du pays. Je pourrais revenir au fil du débat sur, en tout cas, un état des lieux qui nous a été déjà fait par Madame le Premier ministre à l'entente de sa déclaration de politique générale. Un zoom assez important sur ce qui a été déjà réalisé, mais également des perspectives, des projets qui ont été déclinés et qui sont parfaitement réalisables, très réalistes. Et je crois que tout au long de cette émission, nous allons pouvoir justement revenir sur ces aspects en utilisant quand même, disons, les chiffres, mais également les indications qui nous ont été données. Parce que moi, je suis de ceux-là qui pensent que Madame le Premier ministre a inscrit son magistère sous le signe de l'accélération de la cadence. On aurait pu simplement lui poser la question de savoir, accélération de la cadence, comment et avec quels outils. Donc, nous allons pouvoir, je crois, avec mon co-débatteur d'aujourd'hui, répondre à cette question, eu égard à tout ce que nous avons entendu, mais également à tout ce que nous avons vu depuis que le gouvernement est en train quand même de gérer ce pays-là. Merci beaucoup, M. Barangay. M. Lamine Ba, est-ce qu'il y a de la cohérence dans cette feuille de route de Mme Aminata Touré? Merci. Permettez-moi tout d'abord de remettre un peu l'exercice auquel Mme Mimi Touré, Premier ministre du Sénégal, s'est livrée hier devant l'Assemblée nationale. Et il faut rappeler que
Cet exercice s'inscrit dans l'ordre constitutionnel de notre pays. Il est dit dans la Constitution que tout Premier ministre nommé doit pouvoir décliner sa feuille de route, démontrer les axes à partir desquels son gouvernement compte inscrire son action politique. Mais je me dois de dire que moi, je suis resté sur ma faim. J'ai été un peu déçu de la déclaration de politique générale, déçu parce que j'ai l'impression hier d'avoir eu, d'être servi juste pour calmer les ardeurs, parce que mon cher ami l'a dit tout à l'heure, nous avions été, il y a de cela 2 semaines, on nous avait dit que le nouveau gouvernement s'inscrit dans une logique d'accélération de la cadence. Mais la cadence n'est pas aujourd'hui circonscrite, encore moins pointée du doigt. De quelle cadence voudrait-on dire? Et sur ce, je suis déçu parce que j'ai l'impression d'avoir affaire avec un chapelet de bonnes intentions. C'est vrai, il est bien de dire, de dévoiler ses ambitions, mais dans l'exercice d'un État, ce qui est le plus important, c'est que quand on énonce un projet ou quand on trace une voie vers laquelle on compte inscrire son action, le plus important, c'est de dire comment, par quel mécanisme, par quel moyen, par quel financement. Rappelez-vous, avant l'arrivée de ce pouvoir en place, on nous avait promis des niches qui pouvaient servir de solution aux préoccupations d'ordre social, d'ordre économique, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, on tâtonne encore. On ne sait pas où va le Sénégal, quel est le cap vers lequel l'action gouvernementale cherche à atteindre. Ce n'est pas ressorti du programme de la déclaration de Madame le Premier ministre Mimi Touré. Je me dois juste de remettre les choses dans leur contexte. Madame la Première ministre, le Premier ministre nous a dit que sa déclaration de politique générale s'inscrit sur 3 axes. Premier axe, la prise en charge des urgences sociales et la correction des inégalités. Ce que vous verrez au titre 1, chapitre 1 du plan Yonou Yokouté. 2 ans, presque, depuis que ce gouvernement est là. Rappelez-vous qu'Abdoumbaye était là pour nous dire qu'il change son gouvernement pour des raisons d'incompétence, de manque de cohérence. Aujourd'hui, un gouvernement qui manque de cohérence, qui manque de cap, a été démis. On nous a amené quelqu'un qui veut nous faire accélérer la cadence, mais on ne sait pas de quelle cadence elle nous parle. Elle voudrait également relancer l'économie pour une croissance génératrice d'emplois. Nous appelons des deux mains, mais la grande équation aujourd'hui, c'est la contradiction, le manque de cohérence. Imaginez-vous un gouvernement qui vous dit, qui se soucie de l'emploi, qui se soucie de la croissance économique et qui marche à perte des intérêts de la nation. Rappelez-vous que le plan TACAL du Sénégal, sur lequel s'appuie aujourd'hui la distribution de l'énergie, est en grande partie financé par ce qu'on appelait la taxe sur les appels entrants. Que M. le Président de la République, dès son premier voyage en France, a bien voulu faire de mettre à côté cette taxe, oubliant que cette taxe générait 80 milliards par année, dont une partie devait servir à financer le plan TACAL. Le CNP, qui est un organe, un indicateur même, qui nous dit qu'entre l'année 2012 et 2013, plus de 300 emplois ont été fermés. A-t-on estimé la perte? Entreprises, plus de 500 entreprises, ce qui avoisine presque plus de 50 000 emplois qui ont été perdus. Toujours dans ce même registre, on nous dit qu'on veut relancer l'économie. Relancer l'économie avec quoi? Relancer l'économie avec une politique de grâce fiscale dont on ne sait pas le fondement juridique et légal. Relancer l'économie avec quoi? C'est bien de nous offrir encore, de nous faire autant de promesses. Vous voyez l'état actuel du pays. Le slogan le plus élémentaire vécu par tous les Sénégalais, c'est depuis de Famaki. Interroger les Sénégalais dans tous les secteurs, que ce soit la pêche, le secteur informel, le tourisme, tous les secteurs vont mal dans ce pays. Donc je vois mal, dans des conditions pareilles, qu'on veuille nous faire croire qu'on veut relancer l'économie, dans une situation mondiale qu'on n'a pas encore circonscrite comme cela se devait.
On ne peut pas aujourd'hui développer le Sénégal sans pour autant tenir compte de la situation économique de la sous-région africaine, encore moins de l'état du monde entier. Rappelez-vous, il y a 4 mois, 1 an, 4 mois, on avait dit que le Sénégal était au devant de la scène économique africaine. Aujourd'hui, aller en Côte d'Ivoire, nous nous sommes rendus compte que depuis l'avènement du gouvernement du président Macky Sall, il y a combien d'emprunts obligataires qui ont été lancés sur le marché africain? Le pays peine même aujourd'hui à recouvrer ces emprunts obligatoires. On nous parle de relance de l'économie. C'est bien beau, mais je pense que les termes qui ont été utilisés n'arrivent toujours pas à contenir la déception générale des Sénégalais. Son troisième axe, c'est la consolidation de l'état de droit. Eh oui, quelle incohérence. Au moment où on nous parle de consolidation de l'état de droit, l'état sénégalais peine à respecter les accords auxquels il s'est souscrit. Rappelez-vous de la décision de la CEDEAO. Aujourd'hui, la CEDEAO en tant que juridiction suprême, parce que rappelez-vous de ce qu'on appelle la hiérarchie des juridictions, le Sénégal a librement adhéré aujourd'hui à des institutions qui ont un arsenal juridique auquel le Sénégal ne veut pas daigner répondre, avec l'interdiction de sortie du territoire de nos vaillants députés. Restons sur je termine, mon cher ami. Je termine. Sur l'économie. Je termine, mon frère. Je l'aime bien, hein, c'est un homme de qualité, je l'aime bien, j'aime bien discuter avec lui, de par sa constance politique, son engagement, ça, c'est sans équivoque. Mais pour terminer, dans son troisième axe, il nous dit, on parle de renforcement de la bonne gouvernance. Combien de marchés de gré à gré ont été passés sous l'ère Macky Sall? Combien de marchés de gré à gré ont été passés sous Macky Sall? Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le Sénégal devrait être audité. Si on voulait vraiment tenir un discours sérieux, responsable et cohérent vis-à-vis des Sénégalais, ce n'est pas le cas. On assiste à une réactivation d'une loi de 81 sur l'enrichissement illicite pour régler des comptes politiciens. Le développement local, l'État vient d'agiter la décentralisation, l'acte 3 de la décentralisation, pour nous dire qu'ils veulent, en quelque sorte, approfondir la décentralisation. Et oui, rappelez-vous de tout ce qu'on a eu à faire sous le magistère de Wade. C'est nous qui avons parlé du statut de l'élu local. C'est nous qui avons doté les PCR, les collectivités locales, rurales, de voitures, de moyens minimum pour leur permettre de faire face aux exigences de développement auxquelles ils sont confrontés. Donc pour moi, c'est un chapelet de bonnes intentions. Nous pardonnons Madame la Première ministre, mais nous sommes restés sur notre fin. Merci beaucoup, Monsieur Ba. Est-ce que vous avez des répliques à apporter par rapport à tout ça? Non, c'est que moi, d'abord, préciser que je vais m'appliquer la discipline de Madame la Première ministre, qui s'est refusé quand même tout exercice de phraséologie, ou en tout cas de formule empoulée pour en réalité ne rien dire. Moi, je veux du concret, et c'est à cela que je vous invite, mon cher Lami. Vous savez, soit vous êtes frappé de cécité, ou tout simplement que vous ne voulez pas voir la réalité. Nous venons de très loin, et nous n'avons pas hérité ex nihilo d'un pays où tout marchait sur des roulettes, où en tout cas il n'y avait absolument rien à parfaire, que tout était impeccable. Si je vous comprends, si je suis votre logique, c'est ce que vous voulez me faire croire. Non. Mais les Sénégalais qui nous suivent actuellement ont le droit de savoir et ils vont savoir. Vous savez, nous sommes arrivés au pouvoir dans un contexte de déstructuration sans commune mesure de notre tissu économique. Un déficit public qui se chiffre à 8% du PIB. Si tu peux me prouver le contraire, allons-y. Une croissance économique quasi nulle, parce que de 2,1%, comparé à la croissance démographique qui l'annule systématiquement, faisait que notre économie ne pouvait absolument rien générer en termes de richesse. Deuxième aspect, une dette publique, un encours de la dette qui était de 40%, que nous avons ramené à 21% du PIB. Si ajoute maintenant, en tout cas, une inflation qui faisait que l'État s'était quasiment affaissé, parce que simplement gagné par le fatalisme.
Et qu'est-ce que nous avons fait depuis que nous sommes arrivés? Nous avons mis en place une politique économique fondée sur la définition d'un nouvel ordre de priorité avec une très forte intention de relancer l'économie, de relancer la croissance pour pouvoir créer les richesses aptes à nous garantir notre épanouissement économique et social. C'est ce qui a conduit le gouvernement de Abdoul Mbaye à injecter plus de 30 milliards pour maîtriser le renchérissement du coût de la vie avec une bonne politique de subvention, ce qui nous a permis quand même de réduire un certain nombre de denrées de consommation courante. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est une maîtrise de la crise énergétique. Vous l'avez dit, nous avons trouvé sur place le plan TACAL, qui en réalité n'a fait que tal suñu milliards de lampi musul tak. Qu'est-ce que le gouvernement de Abdoul Mbaye a fait sous la direction de Monsieur le Président de la République? C'est de lancer le plus rapidement possible la politique énergétique fondée sur ce que nous appelons le mix énergétique, qui n'est rien d'autre que la diversification des sources d'énergie. Ce qui nous a permis de stabiliser le secteur et d'ouvrir des perspectives qui devraient nous permettre, à l'échéance 2017, en tout cas de procéder à un doublement des capacités de production de Sénélec. Ça, c'est autre chose. Pour la prise en charge des urgences sociales et la correction des inégalités que vous avez tantôt énumérées dans votre discours. Nous n'avons pas attendu longtemps pour mettre en œuvre les très forts engagements à caractère social que M. le Président de la République avait énoncés, alors candidat de la coalition Macky 2012. C'était quoi ces engagements? La mise sur pied de ce qu'on appelle la Caisse autonome de protection sociale universelle, la CAPSU, avec ses différentes composantes. La couverture maladie universelle, qui a été lancée le 20 septembre dernier, et qui devrait permettre à plus de 72% de Sénégalais d'accéder à une couverture médicale. Parce qu'aujourd'hui, cette protection sociale qui n'est en réalité que de l'ordre de 18%, ne prend en charge que les fonctionnaires de l'État et ceux qui sont dans le privé et dont, en tout cas, le travail permet, en tout cas, une prise en charge par les institutions de prévoyance sociale. Aujourd'hui, près de 82% ne bénéficient pas de cette couverture sociale. Donc, rétablir les inégalités sociales et combattre les injustices sociales, c'est mettre en œuvre un système de protection universelle de façon à prendre en charge ceux qui sont frappés par la vulnérabilité et qui n'ont pas les moyens nécessairement de se prendre en charge. C'est ce que nous allons faire, qui devrait nous permettre en 2017 d'atteindre un taux de couverture médicale de 95%. La bourse de sécurité familiale. 250 000 ménages vulnérables. Une dotation annuelle de 100 000 francs par ménage. La phase pilote ayant démarré en 2013 nous a permis de prendre en charge 50 000 familles vulnérables. Et à l'échelon 2017, 250 000 familles vont bénéficier d'une allocation annuelle de 100 000 francs chacune pendant 5 ans. Cela veut dire quoi? Que dès lors qu'un ménage bascule dans le programme, il y reste pour 5 ans. Ce qui va nécessiter la mobilisation de 25 milliards de francs CFA, cumulés aux efforts consentis par l'État du Sénégal dans le domaine de la santé, en attendant la mise en œuvre de la bonification des retraites qui devrait démarrer dès l'année 2014. Et le financement, nous pourrions en tout cas en parler plus tard avec ce que nous appelons les financements innovants, les industries extractives notamment, mais également la taxe sur le secteur des télécommunications. Monsieur Barangay, apparemment c'est un sentiment de satisfaction qui vous Au-delà du sentiment de satisfaction, c'est est-ce qu'il y a des points des actions concrètes que vous voudriez entendre et ça n'a pas été le cas? Non, moi je crois avoir entendu un discours qui me satisfait. Parce que simplement prenant en charge les préoccupations des Sénégalais, du peuple qui avait nourri un espoir immense en portant M. le Président de la République au pouvoir. Parce que simplement, la personne qui est appelée à conduire cette politique, justement, a été au cœur de l'élaboration de ces fortes préoccupations. Pour ceux qui ne le savent pas, peut-être, ils ne sont pas nombreux, j'imagine, Madame le Premier ministre a été quand même la directrice de cabinet de Macky Sall, alors candidat à la présidentielle de la République, et par la même occasion, c'est celle-là qui a contribué, qui a coordonné
l'élaboration de bout en bout du programme Yoonu Yokkute. Ce qui fait que si aujourd'hui, au lendemain de sa déclaration de politique générale, toute l'opinion, toute la presse, même les plus critiques, estiment qu'elle a été à la hauteur, c'est parce que simplement, elle a parlé d'une chose qu'elle maîtrise. C'est la raison pour laquelle, quand elle a été appelée pour, disons, accélérer la cadence, parce qu'aujourd'hui, l'accélération de la cadence est une nécessité, une urgence. La méthode, c'est aujourd'hui de mettre en œuvre une politique économique, sociale, culturelle, axée sur ce que nous avons appelé le nouvel ordre de priorité, qui voudrait que désormais, l'action publique ne prenne en charge que les préoccupations des Sénégalais. Monsieur Et nous n'avons plus, Baragaï, en tout cas en perspective, des réalisations somptuaires, éléphantesques du genre monument de la Renaissance ou organisation de, disons, de festival mondial des arts nègres, mais que désormais, les maigres ressources publiques sont orientées vers la satisfaction des besoins réels des populations. C'est ça. Baragaï, vous avez parlé de la nécessité d'accélérer la cadence, qui est une urgence selon vous. Nous y reviendrons, s'il vous plaît. Voilà. On a d'autres points à... C'est ça la méthode, et je reviendrai Monsieur Bach, sur les instruments. Vous avez dit que vous êtes resté à votre fin. Quelles étaient vos attentes? Vous savez, ce qui est malheureux dans ce pays, on a un gouvernement de la communication. C'est malheureux. Et que la communication ne réside pas dans le discours, c'est plutôt dans les actes. Ce que les populations sont en mesure de constater dans leur vécu quotidien. C'est ça la vraie communication. Et je suis désolé que nos amis de l'APR et du gouvernement en place veuillent s'adonner à une escroquerie des mots. L'escroquerie des mots réside dans le fait de vouloir faire croire aux Sénégalais à la couverture maladie universelle. Je suis désolé. Réalité. Laissez-moi terminer. Quand je parle, vous parlez, je ne vous coupe pas. C'est quoi la couverture maladie universelle? Honnêtement. Comment, dans un pays comme le Sénégal, de moins de 14 millions d'habitants, où vous prenez les employeurs de l'État, ceux qui sont fonctionnaires de l'État, nous font moins d'1 million. L'informel génère moins d'1 million d'emplois. Qu'on veuille nous faire croire que moins de 2 millions d'actifs peuvent supporter la cotisation d'une couverture maladie universelle. C'est absurde. Ce n'est pas le cas. C'est absurde. Veuillez dire aux Sénégalais que vous voulez renforcer la politique sociale engagée par le régime précédent, par une extension de la prise en charge infantile. Qu'est-ce que veut dire tout ce tintamarre que vous avez fait récemment à travers cette couverture maladie universelle? Prendre en charge le ticket d'hospitalisation des jeunes de moins de 5 ans que vous voulez parler? C'est bien ça? Une couverture, je ne dis pas c'est insignifiant. Vous faites une confusion de mots. Ce n'est pas seulement ça. Moi, j'ai eu la courtoisie de vous écouter. Allez. Si je parle, je veux que vous me laissiez mon temps de parole. Une couverture maladie universelle, c'est une cotisation des travailleurs qui acceptent au nom du principe de solidarité de supporter pour d'autres personnes la prise en charge médicale. À l'état actuel de la réalité économique de notre pays, c'est quasiment impossible. Quasiment, il n'y a pas un analyste sérieux qui peut vous dire aujourd'hui que ce qui a été lancé il y a 2 semaines est une couverture maladie universelle. Pourquoi? Ça ne concerne pas tous les Sénégalais. Ça concerne une frange juvénile de la population. C'est des enfants de 0 à 5 ans. Ceux qui ont 12 ans, 13 ans, 14 ans ne sont pas d'abord concernés. Première chose, la couverture en tant que telle ne prend pas en charge que le ticket à l'hôpital, les médicaments, la consultation. Mais non, ça ne le prend pas en charge. Donc ne nous parlez pas de couverture maladie universelle. Dites prise en charge des frais d'accès hospitaliers pour les enfants de 0 à 5 ans. La deuxième chose, le Sénégal, il faudrait arrêter ce discours de stigmatisation de la misère dans notre pays. Vous dites des bourses de 100 000 francs aux familles, 100 000 francs que vous donnez en raison de 25 000 francs tous les 3 mois, c'est 225 francs, monsieur.
Vous voulez que tous les Sénégalais, ceux qui sont même dans la rue pour tendre la main, ont plus de 225 francs par jour? J'ai prouvé pourquoi c'est innovant. Laissez-moi terminer. Vous faites de l'assistanat social et c'est malheureux. Apprenez aux Sénégalais l'initiative privée. Apprenez aux Sénégalais le travail. Trouvez des solutions pour donner aux Sénégalais nécessiteux un emploi que de vouloir convertir l'État en un appareil d'assistanat social. C'est malheureux. Chaque famille reçoit en raison de 3 mois 25 000 francs. Avec 25 000 francs, qu'est-ce qu'on peut faire? En raison de 225 francs par jour. Il faut le dire aux Sénégalais. Les bourses concernent qui? À qui vous donnez ces bourses? Aux plus vulnérables de la population. Au moment où vous laissez mourir le plan Sésame, qui permettait de prendre en charge les personnes âgées de plus de 60 ans, au moment où d'autres problèmes d'ordre sociaux qui ont un impact plus important sont laissés en rade. Je pense que, comme je vous l'ai annoncé, nous avons un gouvernement de communication qui joue avec les termes, qui joue avec les mots, qui pense pouvoir continuer sur la même lancée. Je termine sur un point qui me paraît très important. Allez-y très vite. Nous avions de l'ambition. Quand nous étions aux affaires, il faudrait rappeler que l'année 2010 était l'année culturelle du Sénégal. C'est en 2010 que nous avons lancé le plus grand projet culturel de ce pays, le monument de la Renaissance, le CESMA. Le monument de la Renaissance, c'est quoi? Il faut avoir le courage de dire aux Sénégalais qu'un franc de l'État du Sénégal n'est rentré dans ce monument. Il y a 15 ans, 20 ans, nous qui avons grandi à Dakar, le régime du Parti Socialiste nous faisait croire que là où on a mis le monument de la Renaissance, on nous a toujours fait croire que là où on a mis le monument de la Renaissance, il dormait un volcan. Abdoulaye Wade est venu. Il a formaté la vision des Sénégalais. Nous n'avons pas le... Laissez-moi terminer. Vous avez évoqué des choses. Pour revenir sur le monument et le festival. C'est difficile de discuter avec vous. Parlons de la DPG. Parlons du Congrès. C'est au nom de la DPG que vous avez insinué. Monsieur certains députés, notamment ceux de la gauche, ont qualifié de déjà entendu et de rejeté ce DPG de Madame le Premier ministre. Votre brin de réserve, s'il vous plaît. Non, je voudrais qu'on avance très vite. Avec votre permission. S'il vous plaît. Non, je voudrais qu'on avance. Il semble quand même s'avancer sur des choses qu'il ne maîtrise pas. Non, je voudrais, parce que le temps ne va pas nous permettre. Ce n'est pas pour verser dans la polémique, mais j'ai l'obligation, quand je l'entends évoquer des choses qu'il ne maîtrise pas, ou qu'il a compris de travers, que je puisse me permettre... Allez-y, répondez très vite. Allez-y. Lamine, vous avez donné une très fausse définition de la couverture maladie universelle. Elle ne vise pas simplement à prendre en charge le ticket, disons, d'accès aux infrastructures de santé, ou etc. Est-ce que justement les médicaments sont dans cette prise en charge? Il y a au-delà même. Je crois qu'il faut aujourd'hui avoir une très bonne compréhension de cette politique. C'est quoi la couverture maladie universelle? Je vous ai dit qu'aujourd'hui, seuls 18% de la population globale bénéficie d'une couverture sociale. 18%, composée essentiellement des fonctionnaires et ceux qui sont, disons, dans le travail formel au niveau du privé. Il n'y en a pas d'autres. Il y a 82% de la population qu'il faudrait couvrir. Certes, ils n'ont pas accès à la santé. Il y en a qui n'ont même pas la possibilité de se payer ce ticket dont tu parles. Il faudrait quand même que l'État prenne en charge quand même ce pan essentiel de notre développement économique et social. Parce que l'inclusion sociale est cette politique qui permet justement à chaque citoyen, quelle que soit par ailleurs sa condition, de bénéficier des fruits de la croissance, de bénéficier des richesses nationales. Parce qu'une politique fondée sur l'exclusion ne fait en réalité que renforcer les disparités, ce qui est source de banqueroute et de déroute d'un État. Qu'est-ce que le président Macky Sall a dit en élaborant la couverture maladie universelle? C'est pour permettre, à ceux qui sont déjà couverts socialement, disons, de se renforcer de ce point de vue. Mais également, c'est de permettre à ceux qui ne sont pris en charge par aucune structure, parce que n'étant pas fonctionnaires, n'étant pas dans le privé, de bénéficier eux aussi d'une couverture. Et comment? Vous dites que c'est une infime minorité qui cotise pour toute une population, c'est faux. Si c'est dans le cadre de la couverture maladie. Ceux qui cotisaient déjà vont continuer à cotiser. Ils sont 18% de la population. Il y a ce qu'on appelle ça la contribution obligatoire. Et il est accompagné par un mécanisme,
en tout cas de renforcement du dispositif de protection des employés qui sont dans le privé particulièrement. Mais au-delà de ça, mais il y a ce qu'on appelle la contribution volontaire, qui est prise en charge par ce qu'on appelle les mutuelles sociales. Parce qu'ils sont nombreux peut-être qui ne travaillent pas dans le privé ou qui ne sont pas fonctionnaires de l'État, mais qui ont quand même un minimum de moyens pour se prendre en charge, parce que simplement quand ils tombent malades, ils vont à l'hôpital. Ces gens-là sont invités volontairement à contribuer par le biais des mutuelles sociales. C'est la deuxième forme de contribution qui est la contribution volontaire. La troisième dimension de la couverture maladie universelle, maintenant, c'est la dimension gratuité, parce qu'il y en a qui ne travaillent pas, il y en a qui n'ont absolument rien pour se prendre en charge. Pour cette troisième catégorie de personnes, il faut que l'État contribue. Permettez-moi de terminer. C'est la contribution, c'est la gratuité, prise en charge par l'État. Et ça concerne qui? Les enfants de 0,5 ans, les personnes vivant avec un handicap. La troisième catégorie, ce sont les personnes du troisième âge. À travers ce que Madame le Président appelle un plan Sésame rénové. Parce que, qu'est-ce qui a fait que la dette hospitalière a été creusée d'une manière extraordinaire? C'est une politique de gratuité, parce que simplement l'expérience a démontré que les vous voulez dire que ce n'est pas seulement dans les mots et que c'est effectif, cette couverture médicale universelle. C'est tout un savoir, mais également c'est tout un mécanisme. Vouloir réduire cette politique à de l'escroquerie ou à une simple prise en charge d'un ticket pour aller à l'hôpital, non, c'est une compréhension réductrice de la question. Si ajoute ce que vous avez appelé, en tout cas, une politique d'assistanat, et qui n'en est pas une en réalité. Le Brésil, pour se développer et créer une classe moyenne, qui aujourd'hui fait plus de 40 millions de Brésiliens, c'est un système de protection sociale inclusif avec la fameuse Bolsa Familia de Lula. Parce que les politiques, en tout cas de dotation de fonds aux vulnérables, ça vise fondamentalement deux choses. L'augmentation de la consommation qui impacte positivement sur la croissance, ce qui crée quelque part des emplois. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'accélération de la cadence. Excusez-moi, je vous ai parlé tout à l'heure de l'accélération de la cadence. La méthodologie, je te l'ai dit. Je t'ai parlé de la méthode. C'est l'agencement des priorités, mais c'est également la transparence dans la gouvernance. Maintenant, les instruments, venons-en. C'est la capsule que j'ai expliqué tantôt, mais c'est également le FONGIP, le FONSIS et les autres mécanismes de stimulation de la croissance et du développement. Merci, M. Barangay. Pour l'emploi, j'espère que nous aurons le temps de revenir. Je vous remercie. C'est donc avec véritablement que dans le débat, que nous parlions de le Premier ministre a fait plutôt que de verser sa DPG. Disons, elle était vraiment à l'aise donc en déclinant sa feuille de route compte tenu, en tout cas, du vécu au quotidien de nos concitoyens sénégalais. Est-ce qu'on peut dire que ce DPG, le climat social, peut se reconstruire? Est-ce qu'il y a de l'espoir? J'en vois pas. Et vous me permettez de faire une petite parenthèse. Brièvement, s'il vous plaît. J'ai fait 11 ans en France. J'ai cotisé pendant 8 ans pour la sécurité sociale. J'en sais plus que vous en savez. Parce que j'ai cotisé. J'ai ouvert tout à l'heure mon calepin, c'était pour te montrer ma carte de sécurité sociale, la CMU. Ce n'est pas le plus important. Nous en reviendrons. Arrêtez l'escroquerie. Arrêtez de nous réciter des leçons. Ce qui est important pour nous, c'est le vécu quotidien des Sénégalais. Tout ce que vous développez, il faut le résumer en un seul mot. Mutualisation de la santé. Non. L'État ne nous a pas dit comment il compte financer ces projets d'ordre social. Aussi bien la CMU. Vous savez, laissez-moi terminer. C'est 10 milliards les phases pilotes de la CMU et de la bourse. Financés sur fonds propres cette année. C'est dans la loi de finances 2013. Allez-y très vite. Vous savez, c'est une technique chez eux de couper les gens. Je vous en prie, allez-y. Pour nous permettre. Pour revenir dans l'ordre des choses, vous m'avez tout à l'heure parlé de mix énergie. Savez-vous c'est quoi les mix énergie? En définition très simple. Mix énergétique. Il s'agit de combiner divers types de sources énergétiques. Ça a commencé avec nous. Et nous avons posé des actes forts. Rappelez-vous que c'est le président Wade qui a pris un décret pour demander de façon incitative à toutes les communautés rurales du Sénégal d'allouer 200 hectares pour la culture de biocarburant. C'est nous qui avons en 2010 fait voter la loi d'orientation sur les énergies renouvelables et biocarburants qui a permis de détaxer tout le matériel des énergies renouvelables
Les chiffres sont là. Je vous y renvoie. Vous utilisez mix énergétique parce que les Sénégalais ne savent pas. Dites la vérité aux Sénégalais. Le plan Takal que vous avez dénigré, sur lequel vous avez dit tout ce que vous voulez, c'est ce plan qui permet d'alimenter jusqu'à présent, au moment où nous faisons l'émission au Sénégal, l'électricité. Il faut le dire aux Sénégalais. Vous êtes venus avec 0 programme, vision nulle, et vous voulez nous vendre des concepts creux. Je pense que les Sénégalais vous entendent. Je ne suis pas là pour ça. Sur le fonds GIP dont vous parlez, un fonds souverain, savez-vous c'est quoi un fonds souverain? Le fonds GIP, ce n'est pas le fonds souverain, c'est le fonds de garantie des investissements. Le fonds 6 dont vous avez parlé, qui est un fonds souverain. Oui. Savez-vous c'est quoi un fonds souverain? Les rares pays qui parlent de fonds souverains, c'est l'Arabie Saoudite parce qu'ils ont un excédent pétrolier. C'est l'Inde. C'est les pays qui ont un excédent économique par rapport à une ressource donnée. Dites-moi, mon Dieu, au Sénégal, où est-ce qu'on peut aujourd'hui puiser des milliards avec une économie déficitaire, un fonds souverain pour financer des projets? Dites la vérité aux Sénégalais, mon cher. Vous prenez l'agriculture, j'en passe. Mais ce qui est important pour moi, et je voulais y revenir, c'est le manque de vision culturelle qui vous anime, qui vous a toujours animé, qui vous pousse aujourd'hui à vouloir toujours remettre en cause ce qui est fait, du palpable, qui vous permet aujourd'hui de montrer toute la dignité, toute la capacité infrastructurelle de notre pays à accueillir du grand monde, le monument de la Renaissance, le grand théâtre, tout ce que vous avez appelé hier éléphants blancs sont devenus réalité, et c'est sur cette base-là que vous faites vos grands rendez-vous, vos événements. Le monument de la Renaissance, je vous ai tout à l'heure dit que le Parti socialiste nous avait dit et nous avait fait comprendre que là où loge le monument de la Renaissance, il dormait un volcan. C'est Abdoulaye Wade qui a prouvé le contraire en y mettant un monument, le monument le plus long du monde. Monsieur Ba, les bourses familiales. Je termine. Les bourses familiales. Oui, ont été évoquées par le Premier ministre. Il y a le député Mouridiane Fada qui qualifie ce programme d'entretenir la misère, d'encourager l'oisiveté et même, il a dit, une stigmatisation de la misère. C'est ce que je viens de dire. Qu'en pensez-vous? Vous savez, quand on croit devoir systématiquement tout descendre en flammes, parfois on est capable quand même de se mettre en mal avec la population. Je crois que c'est ce qui risque d'arriver à nos amis d'en face. Vous savez, l'un d'entre eux, en l'occurrence le professeur Ibader Dia, que tout le monde connaît et qui n'est pas forcément avec le pouvoir, ou en tout cas qui ne défend pas forcément notre politique. Mais il a eu quand même l'honnêteté intellectuelle de publier une tribune dans laquelle il a loué les qualités et les caractères innovants de cette politique. Peut-être que, en disant quoi? Excusez-moi. Ce qu'il a dit, je crois que je n'ai pas besoin de revenir. Vous l'avez lu. Si. En disant que le Sénégal n'a pas les moyens du Brésil pour se permettre de financer un programme aussi important que la Bolsa familiale. Que le Sénégal n'a pas les moyens des États-Unis, qui avait permis à Barack Obama, et même avant lui, à George Bush, dans un contexte de crise, la mise sur pied d'un plan, le fameux plan Henry Paulson, de distribution de richesses aux Américains. Le Sénégal, n'ayant pas les moyens de ces deux puissances, a eu le courage politique et social de financer sur fonds propres en attendant une contribution des partenaires techniques et financiers. Parce que nous n'avons pas les moyens, effectivement, de supporter, en tout cas, les coûts de réalisation de ces programmes aussi ambitieux, mais que nous pouvons quand même nous endetter utilement, contrairement à ce que nous avons vu jusqu'ici. Merci, le Sénégal s'est toujours endetté. Excusez-moi, le Sénégal s'est toujours endetté inutilement. Okay, mais nous, même si nous devons nous endetter, nous le ferons dans le sillage de la prise en charge efficace des priorités des Sénégalais. Je vous ai dit, parce que la notion de priorité est une notion centrale dans ce que nous faisons. C'est ce qui fait que le gouvernement de Abdoul Mbaye déjà, avant même Mme Aminata Touré, s'était inscrit dans la logique de réduction du train de vie de l'État. Combien de milliards ont été économisés sur la facture téléphonique de l'État?
Aujourd'hui, avec les logements conventionnels... Combien? Faut le dire. Près de 30 milliards, pratiquement. Merci. 30 milliards. Merci Sur beaucoup, 2 ans. monsieur Excusez-moi, Ndiaye. Jonathan, S'il vous plaît, sur un autre, non, sur un autre aspect. c'est un problème de temps qui se pose. Je vous en prie, monsieur Je vous le Bara Ndiaye. conseille. Rapidement, répondez. Mais je pense que si le Sénégal peut économiser ou peut aller jusqu'à une facture de 30 milliards, mon Dieu, je doute. Donc ça fait bien l'affaire de la Sonatel et de... Il n'y a pas, Tigo. il n'y a pas que le téléphone. plus Il n'y a pas important. que le téléphone. Moi, je vous parle des économies qui ont été faites sur Je vous laisse terminer, des efforts de monsieur. réduction Vous des laissez coûts passer. de gestion. Allez-y, très vite. Donc, Je le précise. moi je pense Donc, que le débat, il y a un problème. Il faut structurer le débat. Mais le débat est Il faut qu'on structuré. pose les choses, qu'on mette les choses dans leur contexte. Il faut me donner les chiffres. Lamine, tu n'as pas donné un seul chiffre depuis qu'on a entamé ce débat. C'est pas moi de donner des chiffres. Je suis pas au pouvoir. Parce que les chiffres, Moi, je suis au dans moins, l'opposition. il n'est pas Nous vous possible de les écoutons. manipuler. Donnez C'est à très vous de vite nous votre donner. point de aucune vue. On est possibilité presque à de- terme de de- de- l'émission. de- de- Voilà, manipuler. donc moi ce que je voudrais Voilà, dire, c'est des données je pense économiques qu'il est scientifiques. temps que ce gouvernement s'assume. Vous aviez promis aux Sénégalais de changer leur vie, de changer leurs conditions sociales. Il faut aussi employer avec moins de bruit, avec efficacité, avec promptitude, au lieu de vouloir s'adonner à un jeu de mots. Il faut arrêter. Vous auriez mieux fait de procéder à un audit du pays. L'audit du pays, c'est quoi? Voir dans chaque ministère de ce pays, qu'est-ce qui a été mis comme budget, qu'est-ce qui a été fait comme réalisation pour avoir un tableau de bord concrètement sérieux en vue de réajuster votre action politique. Ce n'est pas le cas. Ce que nous constatons de manière générale dans ce discours de politique générale, c'est quoi? C'est qu'en moins de 2 ans, pour un régime qui a été élu avec un suffrage de 65%, ce qui n'a jamais eu dans l'histoire politique de ce pays, cela traduit pour moi une attente, une préoccupation populaire pour des solutions d'ordre social. Ce que vous n'êtes pas en mesure de faire. Depuis 2 ans, vous avez changé 2 gouvernements. Le premier gouvernement, conduit par Abdoul Mbaye, nous avait dit on a changé parce que tout simplement, c'était un gouvernement incompétent, où il manquait. Voilà. Mimi Touré est venu nous dire qu'il faut accélérer la cadence. Oui, on aimerait bien que la cadence soit accélérée parce que le pays va mal, les Sénégalais souffrent, rien ne bouge, tous les clignotants nous ne sommes pas pessimistes. Nous voulons que le pays se développe. Mais quand même, c'est malheureux que vous n'avez pas de solution et que vous vouliez aller partout, prendre des idées dont vous n'avez ni l'intelligence politique, vous n'avez ni les moyens financiers pour le faire. C'est le cas du permis à points qu'on a fait en France. Moi j'ai fait 10 ans en France, j'ai cotisé pour la CMU et ça n'a jamais été une couverture complète. En France, où on parle de CMU, c'est pas ce qui se passe au Sénégal, où vous parlez de mutualisation. Le fonds juste que vous parlez, vous avez récemment signé un accord avec la BOAD pour qu'on vous finance. Donc ce n'est plus un financement souverain, mais c'est plutôt un préfinancement de la banque. Donc soyez sérieux avec les Sénégalais. Merci beaucoup, monsieur Bara Ndiaye. Très vite, on est à la fin de l'émission. Je voudrais qu'on évoque un petit peu, parce que c'est important, c'est du premier degré, parce que Madame le Premier ministre en a parlé en fin de discours. De nos jours, beaucoup se plaignent du langage arrogant et parfois même déplacé des députés dans les débats à l'hémicycle. Alors, qu'est-ce qui motive cela? Est-ce que, quelque part, l'image n'est pas en train d'être ternie? Je crois qu'il faut aussi éviter de faire dans la caricature. Je crois que nous n'avons pas encore observé des écarts qui méritent aujourd'hui que l'on pose un débat sur le comportement de nos parlementaires. Par contre, nous sommes contre toute forme d'arrogance, toute forme de violence, aussi bien dans le discours que dans les faits. Mais l'Assemblée nationale est par excellence le lieu où s'exerce quand même le débat démocratique. Et jusqu'ici, ce que nous avons vu, c'est que c'est vrai, les échanges peuvent être épiques, pimentés parfois, mais cela relève simplement, en tout cas, de la vitalité de notre démocratie, qui veut qu'aujourd'hui, quelle que soit par ailleurs la représentativité des uns et des autres, que les débats puissent être menés de manière sereine et tout à fait responsable. Ce que je voudrais évoquer avant qu'on ne termine ce débat, Lamine, vous avez parlé de tout, sauf de chiffres, sauf de questions sectorielles qui intéressent aujourd'hui le Sénégalais dans son quotidien. Parlons de l'emploi. Parce que simplement, nous avons la conviction que notre économie doit marcher sur ces 2 jambes. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui vouloir relancer
notre croissance était de l'ordre de 2,1% en 2011. Et l'ambition du gouvernement actuel est de la porter entre 2013 et 2017 à 6%. Mais le courage de dire au Sénégal, permettez-moi vous n'avez créé que 5 000 emplois, dont les 3 000 ont été déjà planifiés par le régime précédent. Excusez-moi. Pour au moins coller à la moyenne dans l'espace UEMOA. De la même manière que les efforts sont accentués pour réduire le déficit public, que nous avons trouvé à 8% du PIB et que nous allons ramener cette année à 4,9%. Parce que la norme dans l'espace UEMOA est 3,2%. Donc allez corriger ça, Mimi Touré ou Abdoulaye. Il y a des Je problèmes avec les chiffres. Je ne les corrige pas. Je crois Monsieur que ce que Bara Madame Ndiaye, je vous a dit est remercie très clair. infiniment d'avoir répondu à notre invitation. C'est Nous dommage sommes que nous à puissions terme pas de aborder. l'émission. Mais je vous remercie tout de même. Encore une fois, grand merci. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie et je remercie également Lamine que je connais et avec qui j'ai souvent eu à débattre. Je rappelle, M. Bara Ndiaye, de la COJER, la convergence des cadres républicains, M. Lamine Ba, Pour terminer, du PDF. je marque Un petit mot, juste. Oui, je marque encore ma déception par rapport à l'Assemblée nationale qui nous avait promis la rupture. On voit aujourd'hui des députés sont logés par le patrimoine bâti de l'État sans qu'on puisse Tu en savoir connais pourquoi. Tu en connais Oui, Mbaye Abdoumbo. Abdoumbo. Je vous remercie, M. Ba. Plus loin, la motion Monsieur de Ba. censure, la malgouvernance, Monsieur Ba, s'il vous plaît, je vous remercie. Ce n'est pas vrai. Réclament le passeport diplomatique. Ce n'est pas vrai. pour leur famille, Abdoumbo n'est pas logé par le Amis patrimoine bâti. téléspectateurs, voilà qui met fin à aussi, c'est cette émission Actupo qui en était à son 4e numéro. Ça en est donc tout pour aujourd'hui. Grand merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés, notamment les caméramans, la régie, à la réalisation également, aux monteurs, aux ingénieurs de lumière et de son. Merci à tout le monde, ce beau monde donc, qui gravite autour de cette émission. Merci encore une fois à nos invités du PDS. Et merci à vous et très bonne suite des programmes sur la RTM. À bientôt. Merci.